La croissance économique, on en entend parler tous les jours, c'est un peu le moteur de nos sociétés modernes, mais est-ce que cette quête sans fin du toujours plus est vraiment une bonne chose? C'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pensez-y une seconde. Dans la nature, absolument tout ce qui grandit finit par s'arrêter. Un arbre, un animal, nous-mêmes. Il y a un cycle, une limite. Pourtant, il y a une seule chose qui, semble-t-il, doit grandir à l'infini. Notre économie. Ça soulève une question assez simple, non? Comment est-ce que ça peut être durable? Pour comprendre d'où vient cette obsession, cette véritable addiction à la croissance, il faut faire un petit retour en arrière. Tout bascule vraiment après la Seconde Guerre mondiale. C'est une période que les scientifiques appellent la grande accélération. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? En gros, trois choses. D'abord, bien sûr, les investissements colossaux pour tout reconstruire après la guerre. Ensuite, une énergie quasi gratuite et illimitée, le pétrole. Et enfin, une vraie révolution, le modèle fordiste. On produit en masse, de manière si efficace que même les ouvriers qui fabriquent les voitures ou les frigos peuvent se les acheter. C'est le début de la société de consommation. Le truc, c'est que cette accélération économique a eu un jumeau, disons, un peu moins sympathique. Parce que si on regarde les courbes des problèmes écologiques, eh bien, elles ont exactement la même forme. Que ce soit les émissions de CO2, l'utilisation des ressources, la déforestation, tout explose à partir des années 50. C'est cette fameuse courbe en crosse de hockey. Mais alors, si on voit bien le problème, pourquoi on n'appuie pas sur le frein? C'est simple, et c'est ça qui est compliqué. On a construit tout notre modèle social sur cette promesse de croissance infinie. C'est la croissance qui finance nos écoles et nos hôpitaux via les impôts. C'est elle qui paye nos retraites. Et surtout, c'est elle qui est censée créer des emplois. Si la croissance s'arrête, tout l'édifice menace de s'effondrer. On est piégé. Et pour mesurer cette croissance, on a un outil fétiche, le fameux PIB, le produit intérieur brut. Le problème, c'est que cet indicateur, qu'on regarde comme le bulletin de santé de nos pays, a de très très gros défauts. Imaginez que tout ce qui crée de la valeur et du bien-être dans une société, c'est un grand gâteau. Eh bien, le PIB, c'est-à-dire les échanges marchands, ce n'est qu'une petite part de ce gâteau. Il ignore complètement le travail gratuit, pourtant essentiel, comme s'occuper de ses enfants ou aider un proche malade, et il ignore aussi les services que la nature nous rend gratuitement, comme un air respirable ou de l'eau potable. Il y a cette citation géniale de George Bernard Shaw qui résume tout. C'est un peu provocateur, mais ça illustre parfaitement l'absurdité du calcul. Pour donner une idée, rien qu'en Allemagne, on a calculé qu'il y a 89 milliards d'heures de travail non payées chaque année. C'est beaucoup plus que les 66 milliards d'heures payées. Mais pour le PIB, tout ce travail ne vaut rien, zéro. Et ça devient même carrément absurde. Le PIB peut augmenter grâce à une catastrophe. Prenez une marée noire, c'est une catastrophe écologique, mais pour le PIB, c'est génial. Il faut dépenser des milliards pour nettoyer, faire tourner les entreprises de dépollution. Hop, le PIB augmente. C'est la preuve que le PIB mesure une activité économique, oui, mais absolument pas le bien-être. Et d'ailleurs, ce lien entre plus de croissance égale plus de bonheur, il est de plus en plus remis en question. Une étude très célèbre aux États-Unis a montré qu'au-delà de 75 000 $ par an, le sentiment de bonheur n'augmente plus, même si les revenus continuent de grimper. On voit que dans beaucoup de pays riches, la croissance continue, mais le bien-être, lui, stagne depuis des décennies. Alors là, on entend souvent une objection. Ok, mais on pourrait avoir une croissance verte, non? C'est l'idée qu'on pourrait continuer à faire croître l'économie tout en la découplant de son impact sur la planète, grâce à l'innovation, à la technologie. C'est une belle promesse, mais est-ce que ça marche? Le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est un paradoxe assez vicieux. En fait, plus une technologie est efficace et donc moins chère à l'usage, plus on a tendance à s'en servir. Et au final, les bénéfices écologiques sont souvent annulés. L'exemple le plus simple, c'est la voiture. On a fait d'énormes progrès pour rendre les moteurs plus économes. Super. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette technologie? Est-ce qu'on a fait des voitures qui consomment 3 fois rien? Pas du tout. On a fait des SUV énormes, lourds, surpuissants, et au final, la consommation de carburant n'a pas vraiment baissé. Voilà, ça, c'est l'effet rebond en pleine action. Et les faits sont là. Malgré toute notre technologie, on a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Ces seuils à ne pas franchir pour que la Terre reste un endroit sûr pour l'humanité. Donc, pour l'instant, il faut être honnête, la croissance verte, ça reste un peu un mythe. Bon, le constat est un peu rude, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on est condamné? Et si on essayait d'imaginer autre chose? Une société qui n'aurait pas besoin de la croissance pour que ses habitants vivent bien. Ça commence par changer de boussole. Au lieu de ne regarder que le PIB, certains s'inspirent d'autres indicateurs, comme le bonheur national brut, inventé au Bhoutan. Lui, il ne mesure pas que l'argent. Il prend en compte la santé,
l'éducation, les qualités des liens sociaux, la protection de l'environnement. Bref, une vision beaucoup plus large de ce que veut dire prospérer. Et ça change complètement la vision des choses. Regardez cette histoire incroyable en Équateur. Un recensement classique, avec les critères du PIB, conclut que 90% des habitants d'un village sont pauvres. Catastrophique. Sauf qu'une autre enquête, basée sur le bien-être, révèle que les 3/4 de ces mêmes personnes se disent très satisfaites de leur vie. Pourquoi ? Parce que leur maison traditionnelle, vue comme précaire par les économistes, était en fait parfaitement adaptée à leur mode de vie. Alors, concrètement, on fait comment? Les pistes existent. On pourrait, par exemple, taxer davantage la pollution et l'utilisation des ressources plutôt que le travail. On pourrait mieux partager le travail qui existe en passant à la semaine de 4 jours. On pourrait aussi favoriser les entreprises qui ne cherchent pas que le profit, comme les coopératives. Et bien sûr, imposer que les objets soient réparables pour sortir du tout jetable. Mais attention, il y a un point crucial à ne jamais oublier, la justice sociale. Parce que la crise écologique, elle n'est pas causée par tout le monde de la même manière. Les 10% les plus riches sur la planète sont responsables de la moitié des émissions de CO2. C'est énorme. Donc une solution comme une taxe carbone, si elle pèse plus sur les ménages modestes que sur les plus gros pollueurs, elle ne sera jamais acceptée. Et c'est normal. Au final, tout ça nous ramène à une question de fond. L'idée, ce n'est pas d'imposer une vie de privation. L'idée, c'est de choisir, tous ensemble, démocratiquement, dans quel monde on veut vivre. De définir ce qui compte vraiment pour nous. Et de se demander si l'économie du toujours plus doit vraiment, oui ou non, passer avant le bien-être de l'humanité et la santé de notre planète. C'est peut-être ça la vraie question.